BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. BFM Crypto, le club. On répond aujourd'hui à vos questions, celles que vous nous avez écrites à crypto sur cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. Je vais remettre mes idées en place. Vous pouvez nous écrire tous les jours. On est là le jeudi avec Morgane Henlandu, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane. Bonjour Sandra. Et avec Stéphanie Fra, senior manager chez CoinHouse. Bonjour Stéphane. Bonjour Sandra. Plein de questions techniques, d'investissement, de comment on s'y prend, d'infrastructure. Vraiment, vos questions sont très diverses et très intéressantes et on s'y met tout de suite. Le club BFM Crypto, c'est parti. Une question de Vincent. J'ai un compte Bitpanda. Est-ce que le token de Vision est un bon compromis pour investir en sécurité avec un rendement de 8,30% en stacking? Et sa deuxième question, mais on va peut-être inverser, c'est est-ce que c'est une plateforme européenne fiable, Bitpanda? Stéphane. Alors, effectivement, Bitpanda, c'est la plus grosse plateforme européenne en termes d'accès au marché crypto. Ils existent depuis 2014. C'est une plateforme autrichienne. À la base. Moi, je les ai croisés il y a très longtemps, où c'était tout petit, et ils ont énormément grossi, de la croissance organique et aussi beaucoup de levées de capitaux. Ils ont fait des très grosses levées de capitaux qui leur a permis de se développer. Aujourd'hui, ils sont MiCA. Donc c'est une preuve, on va dire, d'un point de vue réglementaire qu'ils font les choses plutôt bien. Ils donnent accès à quoi? À l'achat-vente de crypto. Ça, c'est, on va dire, leur ADN historique. Conservation de crypto, également ADN historique. Maintenant, aujourd'hui, ils ont été dans d'autres domaines connexes par rapport à ça, qui est de l'achat-vente d'actions. Qui nécessite un certain nombre d'agréments et c'est pour ça qu'ils ont fait des grosses levées de capitaux. Et puis également, qu'est-ce qui permet d'autre? Oui, de donner accès à des produits DeFi, c'est-à-dire qu'ils ont monté leur propre écosystème blockchain, un peu à l'image de Binance. Avec la Binance Chain, ils ont fait quelque chose de similaire, Bitpanda. Et donc c'est un gros acteur. Il y a à peu près 7 millions de clients en Europe et dans le monde. Donc c'est une très grosse plateforme. Donc oui, c'est un acteur pour le coup sérieux. Ce qu'a fait Vincent, cette opération avec ce token de Vision, est-ce que c'est une bonne chose? Alors, le token de Vision, il sert à quoi? Plusieurs choses. D'une part, il sert pour payer un certain nombre de frais sur la plateforme. Et là, en fait, ils n'ont pas été très innovants. Ils ont regardé ce qu'a fait le gros market leader et ils ont recopié plein de choses. Et des fois, il ne faut pas faire plus que ça. Ce n'est pas du tout un reproche. Donc, ça permet d'acheter un certain nombre de services. Typiquement, les frais de transaction, vous les achetez avec du token VSN. En général, il y a un petit discount quand on l'achète avec le token de la plateforme plutôt que de l'acheter avec de l'USDC, par exemple, si on achète du BTC en USDC. Ensuite, ce que ça permet, c'est de faire un certain nombre de transactions et d'opérer des wallets qu'on appelle non-custodial sur la plateforme. C'est-à-dire que la plateforme, c'est comme si elle avait deux axes différents. Soit vous achetez, vous vendez vos cryptos sur la plateforme et c'est la plateforme qui détient ces cryptos pour vous. Donc ça, c'est le schéma classique. C'est un Coinbase, c'est un Binance, c'est un Kraken, c'est un CoinHouse, par exemple. Soit vous avez la version où vous êtes sur un DEX, donc un Decentralized Exchange. Et là, en fait, vous faites vos opérations directement sur la blockchain et toutes les transactions se font sur votre wallet personnel. Et là, vous les détenez. Et là, vous les détenez réellement, vous avez la clé privée. Et donc, en fait, ce qu'ils proposent, les gens de Bitpanda, c'est finalement d'avoir un petit peu des deux mondes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont notamment on va dire des purs et durs de la crypto, qui ont envie de détenir ces cryptos en direct. Oui, et on le dit souvent qu'il faut les détenir. Morgane, c'est un des conseils que vous donnez. Et donc, pour faire des mouvements dans cette blockchain, il faut le token natif de la blockchain, qui est le VSN. Voilà. Donc, et ensuite, effectivement, ils ont proposé ce qu'on appelle du staking, alors qui pour moi n'est pas du staking. Le staking, encore une fois, c'est quand vous avez une blockchain qui travaille en proof of stake, et vous avez besoin du token, vous allez vous faire rémunérer et vous participez à la sécurisation de la blockchain. Là, le staking dont on parle, c'est du faux staking, c'est vous allez juste immobiliser vos fonds. Et en échange de cette immobilisation de fonds, c'est-à-dire que les fonds participent pas finalement à l'ensemble du pool où les gens peuvent acheter et vendre, et donc on réduit la liquidité, et souvent ça peut avoir un effet bénéfique sur le prix du token. Et pour immobiliser ces fonds, la plateforme rémunère, donc là en l'occurrence 8,3%. In fine, ça reste une rémunération sur vos tokens. Simplement, pour moi, c'est du faux staking. Après, est-ce que la valeur du VSN va augmenter ou baisser ?
quand on prend... alors aujourd'hui, c'est la 140e market cap, ça pèse à peu près 275 millions de dollars en termes de market cap. C'est pas du tout ridicule. Il y a d'autres tokens, on va dire, similaires. On peut penser à un Swissborg. Après, il y a des tokens beaucoup plus gros, comme le BNB ou le Leo, qui sont des tokens soit de Binance, soit de Bitfinex. Il y a beaucoup de plateformes qui ont essayé justement de développer leur propre écosystème dans lequel on paye avec un token qui appartient à l'écosystème. L'idée pour ces gens-là, c'est d'éviter que les gens s'enfuient. C'est une sorte de programme de fidélité. Oui, exactement. C'est comme ça que ça marche notamment. Et pour terminer et compléter les questions de Vincent, qui me demande pourquoi je n'invite jamais un responsable de Bitpanda sur ce plateau. Non, c'est juste, vous l'avez loupé, Vincent. J'ai invité un responsable de Bitpanda en avril dernier. Et évidemment, tous les acteurs de crypto sont les bienvenus sur ce plateau du club. Une question de Jérôme pour vous, Morgane. Je fais actuellement du DCA. Ah bah oui, il a suivi votre exemple. Pour me constituer un portefeuille long terme. Comme nous sommes visiblement au début d'un bear market, je me demande ce qui est le plus judicieux. Continuer à acheter mes 60 € par mois en les répartissant entre Bitcoin, Solana et Terlink, ou bien mettre ces 60 € de côté chaque mois et attendre d'être au plus bas du bear market pour acheter au meilleur prix. Oui. Alors c'est une bonne question. Je pense que beaucoup de personnes se posent cette question avec le marché en ce moment. Est-ce qu'on est réellement dans un bear market ou pas? C'est la question un peu sous-jacente ici de notre auditeur. Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais imaginons que ce soit le cas. Voilà. La meilleure solution, et c'est ce que je recommande à la plupart des gens, peu importe où on est dans le marché, c'est de toujours faire son DCA. Le DCA, ce que ça nous permet de faire, en fait, c'est de justement ne pas avoir à timer le marché. Et ce que ça veut dire, c'est je ne regarde pas si ça monte, si ça descend, j'achète. Et c'est gagnant à la fin. Et c'est ce qui fonctionne le mieux. Ce qui fonctionne le mieux dans notre écosystème, c'est les holders. Ils achètent, buy and hold, et ils tiennent sur la longueur. Et le DCA, ce que ça permet de faire, c'est de justement ne pas avoir chaque mois à se poser la question, tiens, est-ce que j'achète maintenant? Est-ce que j'attends? Parce qu'en fait, on a toujours une excuse. Quand ça tombe, on n'a pas envie d'acheter, parce que ça fait peur d'acheter quand un actif est bas. Et notre psychologie, en fait, il faut être à l'inverse de ce qu'on pense. On n'a pas envie d'acheter un actif qui est très bas et qui continue à descendre, parce qu'on se dit, il va peut-être continuer à descendre. Et puis quand il est trop haut, on a peut-être raté le coche. Donc le DCA, ça permet vraiment de rationaliser, de garder les émotions et de se positionner. Donc moi, je continuerai non seulement le DCA, mais je ferai aussi, puisqu'il y avait une autre question, c'est est-ce que j'attendrai pas que ça descende? Et moi, c'est un outil que j'aime énormément. C'est ce qu'on appelle les ordres limites. Un ordre limite, ça va permettre de se positionner à un niveau intéressant, souvent plus bas que le niveau actuel. Donc, par exemple, si on pense que Bitcoin peut encore descendre, on peut mettre un ordre automatique, on peut le faire en manuel si on a le temps, mais on peut aussi totalement automatiser ça. Et je trouve que c'est fascinant parce que ça permet de faire un espèce de DCA optimisé au maximum. C'est comme ça que moi j'appelle cette méthode-là. C'est un DCA classique et des ordres optimisés à des niveaux plus bas en deçà, et ça permet en fait d'être tranquille, que ça monte ou que ça descende. C'est ce que je recommanderais à notre auditeur. Comme ça, vous n'y pensez plus. Vous vouliez compléter, Stéphane? Oui, alors effectivement, je rejoins tout à fait Morgane là-dessus. C'est très difficile de savoir si on est dans un cycle baissier ou pas. On peut toujours avoir l'impression qu'on y est, et en même temps, il va y avoir quelque chose qui va invalider ce cycle-là. Moi, j'avais regardé les cycles passés. Effectivement, pour moi, j'avais vu que le cycle de 4 ans historique, et je dis bien historique, ça ne veut pas dire qu'on est toujours dedans, s'arrêtait à peu près la dernière semaine de septembre. Et à une semaine près, il a tenu ce timing-là. Donc, et depuis, finalement, les prix baissent beaucoup. Donc, on pourrait se dire, il est peut-être valide. Là où je suis, on va dire, prudent dans cette lecture-là, parce qu'on peut toujours être content en disant « Ah, c'est super, je l'ai vu et le marché, peut-être que dans 3 semaines, il va aller faire un nouveau plus haut, ce qui serait extraordinaire. Et donc, ça aura complètement invalidé ma lecture. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est que le cycle, historiquement, il était lié aux entreprises de minage qui, tous les 4 ans, voyaient on va dire, leur production de Bitcoin être divisée par 2. Et donc, du coup, il fallait qu'à un moment donné, les prix montent suffisamment pour qu'ils s'y retrouvent, pour continuer finalement à participer au protocole. Il se trouve qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils produisent à peu près 3150 BTC par semaine. Et donc, en fait, ils ont ça à vendre, plus éventuellement un petit bout de leur stock historique. Mais globalement, on est sur une offre à la vente assez limitée. Là où aujourd'hui, les investisseurs institutionnels, c'est plutôt en dizaines de milliers de bitcoins qu'ils achètent ou qu'ils vendent en fonction de leurs anticipations. Et donc, on voit bien qu'il y a une catégorie historique qui a été celle qui, clairement, a dû driver le cycle des prix, qui a été remplacée, ou en tout cas largement supplantée, par une nouvelle catégorie qui n'a pas de raison de suivre ce cycle de 4 ans. Par contre, qui suivra aussi des cycles.
on n'a pas abandonné un cycle pour rien du tout. On aura peut-être d'autres cycles. Il se trouve qu'effectivement, ces gens-là sont en grève depuis presque 6 semaines. Moi, je suis ça toutes les semaines, les achats ou les ventes. Et donc, effectivement, on constate que les prix ne tiennent pas. Et principalement à cause de ces gros flux institutionnels. Donc voilà, est-ce que ces gens-là vont respecter le cycle de 4 ans alors qu'ils n'ont pas de raison, on va dire, objective de le faire ? Peut-être qu'on va rentrer dans une récession ou au moins une baisse des marchés, on va dire, financiers au sens large. Et ça, par contre, on sait que par corrélation, le marché crypto aura beaucoup de mal à aller contre une grosse baisse des marchés financiers traditionnels. Voilà. Donc, pour le moment, ça ressemble à une fin de cycle. Et effectivement, si on était vraiment dans une fin de cycle et qu'on est capable de timer quand est-ce qu'est le bottom, il faudrait attendre. Maintenant, là où je rejoins tout à fait Morgane, c'est que dans cette période-là, en fait, on va être traversé par les émotions. Les émotions, pour la plupart des investisseurs non professionnels, c'est destructeur de valeur et pas créateur de valeur. Et il y a éventuellement des traders qui, eux, ont appris à gérer ces émotions depuis très longtemps, qui, eux, peuvent s'en sortir par rapport à ça. Mais pas le commun des mortels, alors ça, on est bien d'accord. Morgane, il y a Gordon qui vous demande, est-ce que Morpho pourrait rendre le financement d'actifs réels, comme une maison ou des obligations, plus accessible à un particulier dans le futur ? On rappelle que Morpho, c'est cette plateforme de finance décentralisée. Tout à fait, on est dans le monde de la DeFi, on est sur la possibilité de faire des prêts et emprunts. Donc le monde du borrowing et lending, en fait, c'était une surcouche initialement de AAV qui est le numéro 1 dans cette catégorie, toujours pour le moment. Et Morpho est numéro 2. L'avantage, c'est qu'on a un fondateur qui est français, donc on a une équipe qui est française derrière. Alors, ils sont plutôt récents, ils ont de grandes ambitions. Ils ont en fait envie, moi, c'est ce que j'ai retenu de ce projet, de se retrouver dans toutes les applications du quotidien, sans qu'on sache qu'on utilise Morpho. Donc, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas ? On ne sait pas, mais grande ambition, jeune projet. Et leur objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre d'avoir de la liquidité. Alors, est-ce que directement sur Morpho, on pourra faire un emprunt pour avoir une maison ? Non, c'est vrai que c'est pas le but principal. Par contre, quelqu'un qui a des cryptos aujourd'hui et qui ne veut pas vendre ses cryptos, c'est ça le gros avantage de ces plateformes de lending et borrowing, c'est que je n'ai pas à vendre mes actifs, je vais pouvoir faire un prêt sur mes propres actifs, donc c'est un prêt qui est surcollatéralisé, et en fait je vais pouvoir pour une partie les récupérer, donc c'est une forme de liquidité de mon investissement initial, et ça c'est intéressant, et avec ma liquidité je peux faire ce que je veux. Par contre, attention, si par exemple on récupère des stablecoins et qu'on décide de les vendre et puis ensuite de faire un prêt hypothécaire ou d'acheter quelque chose, il faut quand même rembourser son prêt initial. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a toujours un risque de liquidation. Par exemple, si je mets une crypto et que la crypto, elle fluctue de prix, on sait qu'on est dans un marché qui est volatile, donc ça peut arriver. Effectivement, il faut tenir ça à l'œil. Mais ce serait une possibilité pour certaines personnes qui ont aujourd'hui des investissements et qui voudraient utiliser leur investissement, avoir une liquidité immédiate pour acheter quelque chose. Mais il faut rester quand même extrêmement prudent sur le côté liquidation. Et puis, Morpho, pour l'instant, se comporte bien. On va voir quand même dans le futur qu'est-ce qui va se passer pour ce projet-là. Effectivement, ils ont fait un partenariat aussi intéressant avec Coinbase. Donc, les utilisateurs de Coinbase utilisent aujourd'hui Morpho sans le savoir, notamment pour faire des prêts sur Bitcoin. Donc, c'est vrai qu'ils sont soutenus quand même par des personnes assez importantes dans le secteur. Ils ont levé beaucoup de fonds. On verra comment le projet évolue, mais ça peut être une option. Pas directement sur la plateforme, mais bien de manière indirecte. Voilà pour cette réponse à Gordon. Adeline vous demande, Stéphane, si j'offre un petit montant en Bitcoin, par exemple 50 € à un membre de ma famille pour Noël, quelles seraient les conséquences en matière de fiscalité ? Elle se demande évidemment, quand on échange des cryptoactifs contre une monnaie fiat, un bien ou un service, on déclare la valeur de cet échange ainsi que le montant total des achats réalisés et la valeur du portefeuille au moment de l'événement fiscal. Bref, elle a quand même une vraie question quand on transmet un petit peu sur ce que ça va donner en termes de fiscalité. Stéphane. Alors, je ne suis pas expert fiscal, mais j'ai été me renseigner quand même un tout petit peu. Et en fait, un don n'est pas une vente. Et donc, aujourd'hui, il n'y aura pas besoin de déclarer qu'on a fait une vente lorsqu'on fait un don. Par contre, là où il peut y avoir de la fiscalité, c'est quand on fait des dons, il y a une fiscalité. Alors, évidemment, il y a des grosses exonérations. Typiquement, si on donne à à ses enfants, on a un très gros plafond avant qu'on déclenche un événement fiscal là-dessus. Donc, cette auditrice nous parle de montants comme des petites enveloppes qu'on donnerait à Noël. Là, il n'y a absolument aucun problème. On est complètement sous, puisque les seuils, ça doit être 100 000 € tous les 15 ans.
donc 50 €, même pendant 10 Noëls d'affilée, il n'y a aucun problème, on sera largement sous les seuils. Et un don n'est pas une vente, et donc il n'y aura pas d'événement déclenchant de la fiscalité, parce qu'on pourrait se dire, il y a une valorisation finalement au moment où je fais le don. Oui. Donc là, il n'y aura pas de sujet. Il y a juste la personne qui va recevoir le don, qui, elle, va recevoir des cryptos à titre gratuit. Et donc, le jour où elle vendra, sa plus-value sera calculée sur un prix d'acquisition à 0, puisque ça a été un don. Donc, il y aura une fiscalité, mais pour la personne qui reçoit les fonds, sous réserve qu'on soit au-dessus des seuils de déclenchement de l'impôt. Voilà. Donc, tant qu'on reste dans des montants très faibles, il n'y a aucun souci. Il y a a priori, je ne pense même pas qu'il y ait de déclaration quelconque à faire auprès de qui que ce soit. Virginie vous demande, Morgane, est-ce que Harvard investit dans le Bitcoin ? Oui, Harvard investit dans le Bitcoin. Alors, pas directement, de manière indirecte, mais c'est quand même super intéressant de se rendre compte que cette année, ça a été un investissement massif quand même sur le Bitcoin. Alors, ils ont décidé de se positionner sur l'ETF BlackRock, le plus connu et aussi le plus capitalisé. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'une institution qui est aussi prestigieuse et qui représente le côté académique aux États-Unis investit sur un ETF qui est directement corrélé, c'est un instrument financier boursier, mais qui permet de s'exposer au Bitcoin. Donc ça donne une forme de légitimité au secteur, et puis ça permet aussi de voir que, et ça c'est très intéressant, quand Bitcoin est descendu en dessous des 100 000 $, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont triplé leur investissement. Aujourd'hui, Harvard, c'est plus de 440 millions qui sont investis sur les ETF donc de BlackRock. Donc, tripler son investissement quand un actif perd en valeur, ça montre quand même une grosse conscience dans la valeur de cet actif futur. Donc, ça veut dire qu'ils le voient comme une classe d'actifs qui vaut la peine. Ils ont plus aujourd'hui de Bitcoin que des GAFAM. Google, Amazon, ils ont plus d'exposition au Bitcoin, c'est énorme. Alors, ils représentent quand même 50 milliards, c'est énorme, leur capacité d'investissement. Et c'est 20% aujourd'hui qui sont quand même dédiés au niveau des valeurs américaines pour le Bitcoin. Harvard n'est plus tout seul. Il a pris dans son sillage une autre université qui, elle aussi, a décidé d'investir plus de 42 millions, donc c'est énorme. Mais cette fois-ci, c'était sur l'ETF de Grayscale et pas celui de BlackRock. Mais néanmoins, on voit qu'il y a une tendance, il y a un mouvement au niveau des universités qui se lancent et qui investissent dans notre écosystème. Et puis, je voulais faire le parallèle aussi avec une autre nouveauté qui est arrivée très récemment, qui est liée avec le monde de l'éducation, et c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a décidé de créer un cursus où il y aura des notions de blockchain, des notions de portefeuille, de sécurisation, de monnaie numérique. Et je trouve ça fascinant de se dire qu'un État, cette fois-ci, c'est un État qui prend finalement la décision de mettre ça au programme, et ce sera dès l'année 2026 et ce sera obligatoire dès l'année 2027. Ce que ça montre, c'est qu'aujourd'hui, on a des États qui pensent que savoir lire ou calculer, c'est presque la même chose que de savoir comprendre en tout cas cet écosystème. Et ça, c'est fascinant. Donc, on a Harvard qui investit, on a la jeunesse, puisque c'est les élèves de la première à la 10e qui vont être concernés ici. La jeunesse qui va s'y connaître, ça montre qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas prêt de partir, ce n'est pas une tendance passagère. Et puis, ce matin, on a une autre nouvelle qui est arrivée, c'est JP Morgan, la première banque des États-Unis, qui a décidé de créer alors c'est un peu complexe à expliquer, mais en gros, ils veulent faciliter aux détenteurs de l'ETF de BlackRock, donc ils sont soumis au prix de Bitcoin, de limiter quand ça descend trop. Donc, ils vont faire en sorte de créer un système pour les détenteurs des ETF Bitcoin pour qu'ils soient encore plus favorisés et qu'ils ne subissent pas de trop près les pertes. Alors forcément, ils vont devoir laisser un petit peu quand ça monte, ils vont gagner un petit peu moins, mais surtout, ils vont être protégés. Donc, il y a une forme de garantie sur le rendement qu'on pourra avoir. Moi, je suis très intéressée de voir, est-ce que Harvard va, du coup, avec plus de 440 millions investis aujourd'hui dans ces ETF-là, profiter de cette nouvelle manière structurée de pouvoir avoir une forme de garantie sur l'ETF de BlackRock. Je trouve ça fascinant. Le secteur est incroyablement actif. C'est vrai, quand on voit les États, les universités, les fonds, les entreprises qui commencent toutes à se poser la question, c'est quand même plutôt rassurant pour nous qui regardons ce secteur avec beaucoup d'attention. Un petit mot peut-être pour terminer sur le nouveau projet d'Éric Larchevêque. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane, nous demande Olivia. Alors déjà, juste pour dire en deux mots ce qu'est ce projet, en fait, il y a deux choses dans son projet. Il y a d'une part créer ce qu'on appelle une Bitcoin Treasury Company,
The Bitcoin Society. Exactement. Pour ça, il a racheté une société qui était cotée, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite et de payer beaucoup moins cher, qui va devenir cette Bitcoin Treasury Company. L'idée d'une Bitcoin Treasury Company, c'est très simple. Elle ne fait que acheter du Bitcoin en fonction des capitaux qu'elle peut lever. Et elle détient du 1 pour 1. Il n'y a pas de levier, c'est quelque chose de relativement simple. La plus grosse société qui fait ça aux États-Unis s'appelle Strategy. Ils détiennent plus de 600 000 bitcoins, donc c'est monstrueux. C'est le deuxième détenteur après un BlackRock, par exemple. Ils sont quasiment au coude à coude avec BlackRock en termes de détention de bitcoin. Donc ça, c'est la première partie du projet. Deuxième partie, c'est plutôt une partie, on va dire, de club d'investissement, d'éducation, où là, quelque part, l'idée, c'est quoi ? C'est d'aider des gens à comprendre ce que sont les cryptos pour leur faciliter le pas dans l'investissement. Et là, pour le coup, il va jouer sur ses forces et sa connaissance du secteur. Il a dû évangéliser pendant une très longue partie de sa carrière, parce qu'il est à l'origine de l'entreprise Ledger, il est à l'origine de l'entreprise CoinHouse. Oui. Et donc, c'est quelqu'un qui est historiquement dans ce secteur-là, qui, au démarrage, en 2014, il fallait vraiment avoir beaucoup de force de conviction pour dire aux gens, venez, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, c'est un bon investissement, il y a une théorie financière derrière. Voilà. Donc, quelque part, il est sur ce créneau-là. Après, ce que j'en pense personnellement, je pense que des treasury companies, quel est l'intérêt d'une treasury company par rapport à un ETF ? Il n'y en a pas vraiment. Si ce n'est qu'en France, les ETF, d'un point de vue juridique, vont être très compliqués à sortir. Et donc, finalement, d'avoir un véhicule d'investissement où vous ne vous embêtez pas à faire l'achat-vente de ces instruments, où vous ne vous embêtez pas à faire la conservation, que ce soit des clés privées ou de se dire j'ai délégué finalement à une plateforme le fait de conserver pour moi ces clés-là. Pour l'investisseur français, ce sera finalement plus simple. Ça sera peut-être plus simple, ça sera peut-être la forme d'ETF accessible depuis un compte, un CIF, un compte d'épargne financière. Ça sera possible d'investir sur du Bitcoin sans avoir à gérer tous les côtés un peu compliqués et risqués de ce secteur-là. Donc, en ce sens-là, je trouve que c'est une bonne chose et je pense qu'en France, alors peut-être pas partout en Europe, mais en tout cas en France, ça va être très compliqué d'avoir des ETF tels qu'on les a aux États-Unis. La réglementation n'a rien à voir et en termes de constitution d'actifs, c'est très compliqué d'avoir un actif qui serait constitué à 100% de Bitcoin en ligne directe. Voilà. Donc pour ça, pour moi, c'est une bonne chose. La Bitcoin Society qui, quelque part, va éduquer les gens, je trouve que c'est très bien. Éduquer les gens, quoi qu'il arrive, ça c'est très bien. C'est pas Morgane qui va dire le contraire. Bon, après, là où il y a eu des critiques, c'est pour avoir accès à l'éducation, il faut payer, il faut avoir faut payer un membership. Donc c'est là, bon, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même du travail qui est fourni. Donc c'est normal qu'en échange d'un travail, il y ait une rémunération. Et c'est là où il y a eu un petit peu de polémique, je crois, dans le marché. Et il était déjà dans l'accompagnement récemment. Oui, tout à fait. Mais on va dire qu'il le faisait à plus petite échelle, plutôt chez lui en Sologne. Dans son domaine. Alors que là, maintenant, il est clairement sorti du bois et il change de dimension. Donc forcément, quand on s'expose beaucoup plus au public, on s'expose aux critiques. Donc pour moi, ça fait juste partie de la vie. Mais en soi, je trouve ça assez intéressant de faire ça. Après, pour moi, c'est pas très novateur. Et en même temps, peut-être que pour la diffusion dans la société française de ce que sont les cryptos, ce qu'est le Bitcoin, il y aura peut-être un impact positif. Morgane, un avis sur cette présentation ? Oui, je pense que l'innovation, moi j'adore le côté entrepreneurial d'Éric Larchevêque et je pense qu'il essaye de proposer une solution qui cumule différents pôles qu'on n'avait pas vu en une seule solution. J'ai envie de dire ça comme ça. Après, ça reste au public de se faire une idée. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver au niveau de leur roadmap. Il faudra voir. Mais effectivement, je pense que de toute façon, une fois qu'on utilise la technologie de Bitcoin et qu'on a une volonté, en tout cas, d'évangéliser, d'expliquer et de se positionner... Moi, j'aime bien détenir effectivement mon Bitcoin. Je vais être très honnête, c'est plutôt ma manière à moi de faire. Mais je comprends totalement les personnes qui auraient envie, par exemple, de tester et de voir avec ces trois pôles, effectivement, qu'est-ce que ça va donner avec une société qui est cotée sur la bourse en Europe. Ça peut être intéressant. On le dit souvent, il y a beaucoup d'outils qui sortent, mais il faut se connaître en tant qu'investisseur et choisir ce qui nous correspond le mieux. Voilà, se poser les bonnes questions en tout cas et bien sûr se faire accompagner. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission questions-réponses du
club BFM Crypto, Morgane Landu, fondatrice de Crypto 360, Stéphanie Fra, senior manager chez CoinHouse. Vous nous retrouvez. Vous les retrouvez tous les jeudis pour répondre aux questions que vous nous posez sur cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. Je profite de la fin de cette émission pour vous rappeler que mardi 2 décembre, ce sont les BFM Awards, les remises de prix des entrepreneurs de l'année, de la révélation de l'année, de la transmission familiale. Il y a beaucoup de prix à remettre. Ce sera à partir de 20h sur BFM Business. Émission présentée par Laure Closier et toute la rédaction de BFM Business qui est mobilisée ce soir-là. Évidemment, ce sera à suivre donc mardi à partir de 20h sur notre antenne. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.